Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle et assez courte vidéo avec deux romans en poche que j'ai lus cette semaine. On a ce roman japonais Si chez Folio et ce roman japonais Si qui s'apparente quand même à de la littérature japonaise. L'autrice cependant est canadienne, mais il se passe au Japon. Alors j'avais très envie de relire du poche. J'en avais marre de lire des grands formats parce que ça me prenait du temps, c'est encombrant, c'est lourd, etc. Donc je me suis dit cette semaine tu lis du poche. Alors le premier que j'ai lu c'est Kitchen de Banana Yoshimoto. Alors celui-ci j'ai vérifié, l'autrice, je crois que c'est une femme, a seulement ce livre-ci traduit en français, sinon c'est en anglais ou en japonais. Alors ce livre-ci je l'avais acheté à la librairie avant de partir. En fait je voulais de nouveaux titres japonais contemporains des auteurs que je ne connaissais pas, des titres que je ne connaissais pas pour enrichir un petit peu il y a ma connaissance des livres japonais. Et j'avais vu celui-ci qui avait l'air franchement sympa, je me suis souvenu que je l'avais et je l'ai lu récemment. Et bah franchement j'ai beaucoup aimé ce roman qui est assez court, qui est doux, qui est beau, qui a une poésie. Vraiment j'ai beaucoup aimé cette lecture-ci. En plus c'est un titre folio, j'aime beaucoup ce que propose Folio. Alors dans ce roman on suit Mikage, je crois que ça se prononce comme ceci. Elle a 20 ans, elle est étudiante, elle est en classe quoi. Ses parents sont morts, ses grands-parents également, alors qu'elle vivait avec sa grand-mère. Et un jour, elle n'est plus là pour elle, elle est décédée. Et elle va avoir Yushi Tanabe, son camarade de classe, qui va lui proposer de venir habiter chez lui avec sa mère. Et elle va accepter. Donc elle va vivre un temps avec ce camarade de classe-ci qui lui a fortement rendu service, et sa mère qui est très particulière parce qu'elle est transsexuelle. Donc c'est très étrange pour le Japon parce que ce ne sont pas du tout des sujets qui sont communément évoqués, même très peu. Très clairement, de tous les romans japonais que j'ai lus, je crois très sincèrement que c'est la première fois qu'un personnage transsexuel est mentionné. Donc c'est pour vous dire à quel point ce n'est pas du tout fréquent. Du coup elle va vivre avec eux, elle y adore sur le canapé et elle découvre un nouveau mode de vie entourée de personnes qui deviennent sa famille. Voilà, une famille de substitution pleine d'amour et d'affection à son égard. Ça lui fait grandement du bien et elle va se prendre d'affection pour la cuisine. D'où le titre Kitchen. Elle va se mettre à faire des plats, à se dire que c'est un endroit vraiment de partage et de réunion. Et plus tard, elle exercera le travail de cuisinière. C'est vraiment juste une jolie lecture sur un petit peu des gens qui sont là pour vous, les relations humaines qui vous font du bien, qui remplacent un petit peu votre famille. C'est également une jeune fille qui apprend à savoir ce qu'elle aimerait pour son avenir, à se trouver, à savoir ce qu'elle aime et à savoir ce qu'elle voudrait faire. C'est cette famille de substitution qui est là pour elle, c'est cette femme transsexuelle qu'elle admire et qui travaille de nuit, qui a un boulot un petit peu bizarre et qui a des horaires complètement en décalé. Bref, c'est assez difficilement résumable plus que ça, mais c'est juste une très belle lecture que je suis très contente d'avoir faite, et je suis contente de régulièrement essayer de trouver des titres, et notamment japonais, qui soient contemporains mais qui sortent un petit peu de l'ordinaire et pas les plus connus. Franchement j'ai beaucoup aimé ce roman, en plus je trouve que la couverture est vraiment très jolie et elle reflète clairement l'intérieur du récit qui est doux, qui est très beau. Et il y a écrit, Banana Yoshimoto révèle dans Kitchen une sensibilité nourrie de paradoxes, une sensibilité dans laquelle toute une génération de jeunes japonais s'est reconnue. Bon apparemment ça a eu son succès au Japon. Écoutez, j'en suis très contente pour elle parce que c'est bien écrit, c'est beau, c'est juste beau. Et franchement, je lui mettrais un bon 9 sur 10. Et le second roman que j'ai lu juste après, c'est Le traducteur des lettres d'amour de Lin Kutsukake. Alors je pense qu'elle a des origines japonaises avec un nom pareil, vérifions ensemble. Lin Kutsukake est issue d'une famille nippo-américaine, oui. Alors celui-ci, c'est son premier roman, bah écoutez, très réussi. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé, que j'avais également acheté avant de quitter la librairie en cherchant des titres qui se déroulaient au Japon. Celui-ci se passe en 1946, donc fin de la Première Guerre mondiale. Il y a eu la fameuse bombe sur Hiroshima, voilà.
Les Américains sont désormais installés au Japon. Il y a des GI américains qui font un petit peu office de protecteurs, les libérateurs, les je sais pas quoi, les attenteurs. Ils ont quand même bombardé Hiroshima et Nagasaki, mais bref, apparemment c'est un petit peu oublié ce pan de l'histoire. Il y a le fameux général MacArthur, cette espèce d'homme vu comme un sauveur, qui est très présent le long du récit, il est seulement évoqué, on ne le voit jamais vraiment je crois. Et on suit notamment deux jeunes filles qui ont 12 et 13 ans, on a Fumi et Aya. Alors Fumi, elle vit avec sa famille, elle a une grande sœur qui s'appelle Sumiko, sauf que Sumiko, elle habite plus avec sa famille. Elle est partie dans le but de faire de l'argent à une époque où le Japon est en reconstruction et où c'est encore très compliqué financièrement. C'est compliqué pour tout le monde, c'est la famine, c'est la disette, etc. Et Fumi veut absolument savoir ce qu'est devenue sa sœur, où est-ce qu'elle est, etc. Et elle va chercher inlassablement sa grande sœur dans ce roman. Et Aya, quant à elle, elle a 13 ans, elle revient au Japon, donc elle est japonaise, mais elle a vécu avec son père dans un camp d'internement au Canada parce qu'elle était du coup japonaise et durant les années de guerre, elle a vécu dans ce camp-là, donc elle était au Canada, mais sans vraiment être au Canada. Elle revient au Japon, donc elle a un petit peu du mal à se rappeler de Tokyo comment c'était avant. La langue elle la perd un peu parce qu'elle parle il y a maintenant très bien anglais. Bref, il faut vraiment qu'elle se réaccoutume avec le pays de ses origines. Et du coup elle va traîner avec Fumi, cette jeune fille obsédée par savoir ce qu'est devenue sa sœur. Et les deux jeunes filles vont vraiment rester ensemble. Il est également question d'un caporal GI américain, américano-nippon qui s'appelle Matt. Du coup, il est américain, mais il a les traits japonais. Du coup, il est affecté à rester au Japon et à traduire des lettres, d'où le titre. Il y a parce que ce caporal-ci, qui est un homme assez bon, parce que dans le récit, on voit vraiment le cliché des Américains, bah vous savez, un petit peu les sauveurs, les protecteurs de l'univers, enfin qui se disent qu'ils sont comme ça. Je trouve que ça fait vraiment sens avec ce qui se passe en ce moment, le drame qui se passe avec la milice anti-immigration ICE aux États-Unis, ça me fait énormément penser à ça et on a tellement l'impression de revenir 80 ans auparavant, c'est dramatique. Bref, on va pas parler politique, mais je trouve que ce roman se prête complètement à l'actualité américaine. Et du coup, Matt, c'est un homme bon qui met à profit ses compétences de japonais pour traduire des lettres que les japonais souhaitent faire envoyer au fameux général MacArthur pour leur transmettre leurs amitiés, leur respect. Merci d'être ici et de sauver le Japon. Sauver de quoi, je ne sais pas. Franchement, ça reste un petit peu flou. Matt, clairement, bah, il a la vie d'un soldat américain avec tous les privilèges, il a accès à des médicaments, à de la nourriture à laquelle n'ont pas du tout accès les Japonais, il est isolé à voyager dans des camions, dans des trains spéciaux alors que les Japonais sont tous les uns sur les autres. Bref, on a vraiment une vision du Japon de l'après-guerre où le pays est en reconstruction et où chacun galère pour survivre, doit aller au marché noir pour essayer de trouver des choses interdites qu'on échange contre des sommes d'argent ou des biens qui valent très cher alors qu'en fait en retour on a quasiment rien. Bref, c'est quand même un roman assez compliqué à ce niveau-là parce que c'est une vie qui est très dure et même je crois que c'est Fumi Uaya, une des deux, qui dit que la situation est même pire que durant la guerre, c'était encore plus la famine. Du coup, d'un côté, on a Fumi qui a sa vie durant vécue au Japon, mais qui cherche sa sœur, et nous, lecteurs, on sait ce qu'elle fait, on sait ce qu'elle devient, comment elle gagne son argent. Et on a Aya qui revient dans ce Japon alors qu'elle a connu autre chose, et elle essaye de reconnaître un petit peu le pays de ses origines. On a également Kondo Sensei, qui est le prof des deux jeunes filles et qui essaye de gagner sa croûte d'une autre façon en plus d'être prof pour avoir un petit peu une rentrée d'argent supplémentaire, et ça va avoir avec la traduction également. Et Fumi, elle va
donné une lettre à Matt pour qu'il la traduise du japonais à l'anglais pour le général MacArthur pour espérer retrouver sa sœur. Sauf que Matt il se dit je vais pas transmettre cette lettre-ci, Sumiko, sa grande sœur, elle est devenue ce qu'elle est devenue quoi. Bref, voilà, c'est vraiment une plongée dans le Japon de l'après-guerre. C'est un beau roman que j'ai beaucoup aimé découvrir. Je crois que c'est un des rares livres, voire le premier livre que je lis, qui se passe après la guerre au Japon. C'était très intéressant. Forcément, il y a des éléments, il y a des événements qui sont difficiles, parce que les gens se battent pour survivre, quoi. C'est une période de l'histoire qui est extrêmement compliquée. On a les privilèges des Américains, alors qu'ils sont au Japon, et les Japonais eux-mêmes n'ont pas grand-chose pour vivre et survivre. Enfin bref. Non, franchement, c'est dur, mais c'est prenant et je l'ai lu majoritairement au travail parce que comme je m'ennuyais profondément, j'ai pu bien avancer. Donc ça a cet avantage-ci. Je trouve que la couverture est vraiment très jolie. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce roman et il y a écrit « Ce roman émouvant nous entraîne à la découverte d'une période méconnue de l'histoire du Japon. » Effectivement, l'occupation du coup américaine. Il y a écrit l'occupation américaine d'après-guerre sous la houlette du général MacArthur, c'est exactement ça. Et je trouve, en tout cas, personnellement, ce n'est pas quelque chose que j'ai étudié à l'école, en tout cas de mon côté, et pourtant je m'intéresse quand même à l'histoire du Japon et à la culture nippone, mais il me semblait quand même qu'après que les Américains aient lâché leur grosse bombe à Hiroshima et à Nagasaki, c'était arrivederci tutti, et voilà, mais apparemment ils sont restés au Japon pendant un certain temps. Donc voilà. Écoutez, franchement, un joli roman qui évoque pas mal de sujets, cette jeunesse, ces espoirs en l'avenir, cette espèce d'espoir aveugle de la part de certains Japonais pour un général qu'ils admirent et qu'ils adulent en espérant que leur vie s'améliore. C'est triste, mais franchement très très bien. Je lui mettrai un bon 8,5, 9 sur 10. Écoutez, voilà, c'en est tout pour cette assez courte vidéo d'un roman japonais et d'un roman qui se passe au Japon. Franchement, je vous les conseille tous les deux. Je pourrais pas en choisir un plus que l'autre. Ça n'a quand même assez rien à voir, roman contemporain et roman qui se passe après la guerre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. De mon côté, j'ai beaucoup aimé les lire. Je suis ravie de les avoir découverts et de les avoir aimés. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas bien sûr à checker les articles relatifs à ces deux lectures sur mon blog et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.